Bonjour à tous. Voilà, j'espère que mon téléphone est dans le bon sens. Voilà, et que vous avez en fait une image adéquate. Ravie de vous retrouver sur ce vidéo live sur Philohack pour, euh, pour faire le casse du siècle en philosophie, c'est-à-dire être capable de hacker les cours de philo de terminale et pouvoir avoir son bac philo, en tout cas réussir sa philo sans être voilà, sans passer par le format classique. Là, je vois qu'il y a deux personnes qui sont présentes. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, si l'image est correcte et si vous m'avez à l'endroit? Ça serait sympa. Voilà. Donc le sujet aujourd'hui que vous avez... bonsoir. Non, c'est à l'envers. D'accord, ok. Bon, je vais essayer de retourner. Hop. Je suis désolée, hein, mais petit problème de matériel, de mise en place. Hop, hop. Voilà. Bon, j'espère que là, ça va aller mieux. Je suis pas douée encore sur ça. Voilà, vous pouvez me dire si c'est correct comme ça. Ok, j'espère que ça va, que vous avez une image à l'endroit. Bon. Donc nous allons commencer ce soir sur un sujet passionnant, puisque le sujet que vous avez choisi, c'est toute révolte est-elle légitime? Alors déjà, je voudrais commencer avant de travailler sur ce sujet pour vous dire plusieurs choses. On va utiliser la méthode Voyout, c'est-à-dire, ça marche toujours pas, j'espère que ça marche, là que vous m'avez à l'endroit. Voilà, j'espère que ça fonctionne. Euh, non plus. Bon. Euh, je pense que là, ok. Bon, j'espère que je vais pas devoir tenir mon téléphone toute la journée, tout le live comme ça. Bon, écoutez, je vais essayer de tenir mon téléphone du coup. J'espère que là ça va. Tant pis pour le trépied, hein. Donc le sujet que vous avez choisi, c'est toute révolte est-elle légitime? Alors, on va utiliser la méthode Voyou, je disais, c'est-à-dire qu'on va essayer de piller, de détourner les règles classiques qu'on peut apprendre en cours de terminale pour pouvoir avoir une super note et réussir sa disserte en toutes circonstances. Deuxième chose, je voudrais s'il vous plaît que vous puissiez, ben là il y a des gens qui ont répondu. Voilà, ok, c'est super, merci beaucoup, hein, merci de votre aide. Je voudrais si possible que vous puissiez participer à ce live tant que faire se peut. C'est-à-dire que finalement là je voudrais vous demander d'emblée de pouvoir réfléchir sur le sujet. Donc me dire tout ce à quoi vous pensez et tout ce à quoi il vous fait euh, tout finalement ce vers quoi ce sujet peut tendre, j'aimerais bien que vous puissiez m'en faire part. Alors, on y va. Toute révolte est-elle légitime? Première des choses, c'est un sujet qui pourrait s'apparenter à un sujet d'actualité. On est en pleine crise des Gilets jaunes, dans une situation où le peuple français, en tout cas, cherche à se révolter, à manifester son mécontentement. Et le piège serait, en tout cas, de pouvoir citer ou de pouvoir mentionner cet épisode contemporain dans la dissertation. Donc déjà, première des choses, je voudrais enlever toute tentation de pouvoir faire coïncider en tout cas le réel avec la réflexion philosophique du soir, ou la dissertation en tout cas. C'est quelque chose qu'il faut impérativement éviter. C'est-à-dire que, pour une raison simple, c'est que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça fera certainement un moment ou un événement de l'histoire, mais pour l'heure, ça n'a pas été analysé, ça n'a pas été acté. Et la seule chose que ça pourrait donner comme sentiment, si vous parlez des Gilets jaunes dans votre copie, alors que le sujet pourrait s'y apparenter, c'est d'être partisan et de donner une opinion politique qui pourrait être très sujette à caution, et en fait qui vous conduirait à parler dans l'opinion et pas du tout dans quelque chose qui serait argumenté. Donc ça, c'est à bannir. Voilà. En revanche, le sujet impose de faire référence à des révoltes. Il existe de grandes révoltes dans l'histoire, et vous avez là, à l'inverse, le devoir, voire la contrainte, voire l'obligation, la nécessité d'utiliser des références historiques afin de pouvoir illustrer vos arguments et votre propos. Voilà. Alors, ce que je voudrais qu'on fasse là tout de suite, je vous l'ai dit tout à l'heure, je souhaiterais que vous puissiez
me dire à quoi vous fait penser ce sujet. Voilà, d'emblée, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire. Je voudrais vraiment quelque chose d'interactif. S'il s'agit simplement de corriger, je peux m'enregistrer, c'est pas la peine de faire des lives. J'aimerais beaucoup que vous puissiez me dire finalement à quoi ça vous fait penser et que vous me donniez votre opinion. Donc, je reprends le sujet. Toute révolte est-elle légitime? Donc, je vous ai préparé comme j'avais fait la dernière fois. Je ne sais pas si vous voyez. Je vous ai préparé une espèce de plan, quelque chose en tout cas, je vais le détailler, je vais retourner mon écran, quelque chose qui permet de travailler le sujet. Alors voyons voir, voyons voir de quoi il s'agit. Je suis désolée, c'est un peu... Donc là, vous avez toute révolte est-elle légitime? Première des choses, l'instant ne peut pas être discuté en philosophie, François. On va en parler de ça. L'instant, c'est l'actualité, c'est-à-dire c'est l'actualité présente. Ça peut être discuté, mais pas dans une dissertation de terminale. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore le recul nécessaire pour l'analyser, pour le penser. Voilà, donc c'est quelque chose qui va être forcément de l'ordre d'une opinion personnelle. Et ça peut être sujet à caution. Dès lors, on n'est plus dans une démonstration qui est le propre d'une dissertation. Alors, Hugo, je pense, la colère contre les injustices. Oui, tout à fait. Ça, c'est déjà une bonne idée. Alors, voilà comment on va procéder. Toute révolte est-elle légitime? Vous mettez au brouillon, vous voyez, comme je viens de le faire, le sujet, et vous commencez à y réfléchir, comme tu viens de faire, Hugo, la colère contre les injustices. Il y a donc dans le sentiment de révolte, là on est juste pour discuter du sujet ensemble, il y a donc dans le sentiment de révolte quelque chose de l'ordre presque d'une pulsion qui viendrait dire non, qui viendrait se mettre en faux contre une situation qu'on jugerait intolérable. Et là, vous voyez, première des choses, c'est qu'on va définir les termes. Il y a 3 grands termes dans ce sujet qui apparaissent. Le premier, c'est toute. C'est-à-dire que là, d'emblée, notre sujet nous invite à dire que c'est une définition de la révolte dans sa généralité. Toute révolte, généralement parlant, est-elle légitime? Et on voit bien que le sujet va se porter d'emblée sur la question de ce tout. C'est-à-dire qu'il y a forcément des révoltes qui ne pourraient ne pas être légitimes. Deuxième terme très important, qui est le terme de révolte, qu'il va falloir définir avec d'autres notions, en opposition, par exemple. Et le troisième terme très important, c'est la notion de légitimité. Et là, vous voyez, là, on fait un travail au brouillon qui est très important, qui est un travail de compréhension du sujet. Donc, toute révolte, ça veut dire chaque révolte, n'importe laquelle, dans le général. Qu'est-ce que c'est qu'une révolte? Finalement, ça, il vous faut vous armer d'un dictionnaire. Je l'ai déjà dit lors du précédent live, le dictionnaire est quelque chose de vital et quelque chose de nécessaire. Sans dictionnaire, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc, première des choses, il faut définir les termes. Vous n'êtes pas obligé de prendre un dictionnaire de philo. Je parlais du Lalande, du Foulquet la dernière fois, mais vous pouvez prendre le Larousse, tout simplement. Quand on se penche sur le Larousse, voici quelle peut être la définition de la révolte, qui s'associe à la rébellion. Un révolté, c'est un rebelle, celui qui s'oppose encore une fois à une situation. Donc, qui renvoie à ce que tu disais, Hugo, tout à fait, Huxal, je pense que c'est Hugo, un sentiment d'indignation, c'est-à-dire finalement qui peut s'apparenter à ce que tu disais sur la colère. Ça peut être aussi une attitude de refus envers une autorité, une contrainte, et donc ce qui en renvoie d'emblée à un des enjeux majeurs du sujet qui va être le sentiment d'injustice. Effectivement, il y a dans la révolte quelque chose que l'on va juger d'intolérable, d'inadmissible, de ne pas acceptable et qui fait écho à un profond sentiment d'injustice. Donc on est soumis, on subit, on pâtit, devrais-je dire, d'un profond sentiment d'injustice contre lequel finalement on va s'élever, qu'on ne va pas accepter. Il y a donc d'emblée ce qu'on pourrait dire, il y a d'emblée quelque chose dans la révolte et dans le sentiment d'injustice. Il y a quand même quelque chose de l'ordre du seuil, ou encore de l'intolérable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va décider que la situation ne peut plus durer, que cette situation est intenable et qu'il va falloir franchir ce seuil qui est celui de la révolte. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans une situation de passivité, qu'on subit?
C'est pour ça que j'employais le terme de pâtir tout à l'heure. Pâtir, pathos, c'est subir. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans une situation où on subit et qu'à un moment donné, ce seuil va devenir intolérable et on va décider de franchir le pas et, si j'ose dire, de passer à l'acte. Le propre de la discussion socratique. Oui, justement, François, vous êtes bienvenue pour pouvoir donner vos commentaires parce que là, on est en train, je vais retourner encore à nouveau, là, on est en train de discuter sur le sujet. Donc, vos remarques sont les bienvenues et j'attends avec impatience. Donc là, on se contente simplement de décrypter le sujet. Ensuite, action d'une personne ou d'un groupe qui refuse d'obéir. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on voit que la révolte, elle est à différents niveaux. On est aussi bien sur une révolte quand il s'agit de quelque chose de personnel, mais aussi quand on est dans un registre collectif. Et on verra qu'on est sur deux choses tout à fait différentes. Continuons. Alors, la révolte est différente de la révolution. J'aime beaucoup cette phrase que j'ai notée de Hugo qui disait que la révolution est précisément le contraire de la révolte. Alors, toujours dans la méthode Voyout, vous avez beaucoup de citations, j'y reviendrai tout à l'heure, des citations qui sont très utiles, dont il faut savoir faire usage. C'est quelque chose de très important. Il ne faut pas se contenter de citer, il faut aussi expliciter, c'est-à-dire qu'il faut commenter les citations. Donc Victor Hugo nous dit que la révolution est précisément le contraire de la révolte, parce que dans la révolution, il y a un projet, tandis que dans la révolte, il y a un acte spontané. C'est-à-dire qu'il y a dans la révolte quelque chose où on le verra tout à l'heure, où on a le sentiment de jouer sa vie. La révolution a la volonté, d'ailleurs, on va reprendre la définition ici, je vais vous relire la définition de la révolution. La révolution, c'est un mouvement, c'est un changement brusque et violent dans la structure politique et sociale quand un groupe se révolte pour renverser et pour prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu, et je le disais tout à l'heure, il y a un projet dans la révolution qu'on ne retrouvera pas dans la révolte, qui est davantage un acte spontané. Il n'y a pas de calcul, si vous voulez. C'est vraiment, je sauve ma peau. Il y a vraiment la question d'une survie. On n'a plus rien à perdre. Voilà. L'homme révolté de Camus, c'est celui qui joue tout le poids de sa... il sort de la condition humaine parce qu'il y a tout le poids de la nature humaine qu'il y a derrière... qu'il y a en jeu en fait, c'est vraiment ça. L'homme révolté de Camus est une démarche métaphysique, c'est-à-dire qui se révolte contre ce qu'il est, contre une condition qui l'aliène et l'emprisonne, qui fait perdre sa liberté. On y reviendra tout à l'heure brièvement. Donc effectivement, la révolte se distingue de la révolution et se distingue aussi d'une insurrection, une insurrection qui vise à renvoyer, qui est proche de la révolution, qui vise à congédier le pouvoir établi. Alors, il nous reste encore deux termes très importants à voir. Toutes, que j'ai pas détaillées. Alors, toutes, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans quelque chose qui est de l'ordre d'une généralité. Est-ce que cela implique que la révolte, dans sa totalité, est quelque chose, et toutes, c'est la totalité. Toutes les révoltes, ça veut dire que c'est n'importe quelle révolte. Est-ce que cela implique qu'on est dans le registre du collectif ou dans le registre du personnel ? Eh bien, ça, c'est très important parce qu'il y a la révolte personnelle, l'homme révolté de Camus, et il y a la révolte de groupe, c'est-à-dire le moment où précisément c'est un groupe qui spontanément se soulève, s'insurge, c'est un groupe rebelle qui va oser dire non. Et on est sur deux positions différentes entre la révolte personnelle et la révolte sociale, la révolte de groupe. Le troisième terme qui est très important et qui va donner, si vous voulez, tout le corps au sujet, c'est la notion de légitimité. Et là, je vous invite très fortement à pouvoir parler sur deux approches très distinctes, qui est la question... Alors, déjà, je reviens vers vous avant de détailler. Je reviens vers vous. Quelle est la différence entre le légal et le légitime ? Parce que là, vous avez une superbe opposition, une superbe distinction à marquer qui vous permettra déjà de poser votre sujet. Quelle est la différence entre le légal et le légitime ? Le légitime, c'est ce qui s'inscrit dans le registre moral. On peut parler de la loi morale dans le légitime qui se distingue de la loi civile qui est le légal. Par exemple, je vais vous donner un exemple très, très simple, la communion des révoltés. Ben oui, bien sûr, tout à fait.
Mais alors, on va en parler de ça parce que tout le jeu de la révolte se situe dans le tout, hein, parce que dans la totalité de la révolte, c'est ça qu'on disait tout à l'heure. C'est pour faire écho à ce que tu disais, François, je vous permets de tous vous tutoyer, hein, en faisant une communauté de pensée de philo-hackers et régalons-nous sur ce casse de la philo. Donc, on va se tutoyer tous si vous êtes d'accord. Donc, simplement vous dire que l'homme révolté dans sa singularité, dans le registre personnel, peut être quelque chose peut-être d'un point de vue moral, mais on pourrait y distinguer aussi la révolte collective, groupale, sociétale, qui elle peut s'inscrire peut-être d'un point de vue légal. Enfin, en tout cas, à voir. Mais tout le jeu du sujet, tout l'enjeu du sujet va se jouer entre ce qui peut être de l'ordre moral ou ce qui peut être de l'ordre du légal. Et pour juste pointer encore, donner un exemple de la distinction entre les termes, on peut dire que le mensonge est immoral, mais il est légal. C'est-à-dire qu'on ne va pas en prison, on n'a pas une amende parce qu'on est en train de mentir. Par contre, c'est moralement condamnable. Donc là, si je renverse le sujet, hein, je vais reprendre mon petit schéma. Et là, j'insiste bien, hein, on est encore seulement sur quelque chose de l'ordre du descriptif du sujet. On travaille au brouillon en ce moment. C'est ce qui est dans la méthode Voyout est indiqué sur les 20 premières minutes de réflexion sur le sujet. Donc là, on décrit simplement les termes. Et vous voyez, je n'ai ni fait appel aux philosophes, ni fait appel à des références philosophiques. Je suis simplement sur une réflexion du sujet. Je réfléchis à blanc. Et d'ailleurs, vos réflexions pourraient encore alimenter les miennes. Donc n'hésitez pas à les partager avec moi. Donc je reprends le sujet, si je le reformule au vu de tout ce que je viens de dire, toute révolte qui renvoie, alors je rappelle que la révolte renvoie au sentiment d'indignation, c'est un sentiment, hein. Quand Kant parle du sentiment d'injustice, c'est exactement, il y a un sentiment moral, c'est un éprouvé, c'est presque une pulsion, il y a quelque chose de l'ordre, Hugo parlait de la colère tout à l'heure, il y a quelque chose de l'ordre de l'insoutenable, quelque chose qui est presque plus fort que soi, où on va jusqu'à jouer sa vie, tant ça devient intolérable. Il y a la question du seuil aussi, hein. À quel moment est-ce qu'on se soumet, à quel moment est-ce qu'on décide que la soumission n'est plus possible. C'est la question de l'obéissance, c'est-à-dire à un moment donné, finalement, la révolte, c'est de décider de désobéir. La révolte commence, on verra avec Camus, hein, au moment où on dit non, à proprement parler. Donc, est-ce que toutes les révoltes se valent? Est-ce que toutes les révoltes sont le même point d'égalité? Et est-ce que le fait de se révolter, c'est-à-dire de désobéir, est quelque chose qui est moralement acceptable? Et là, mes amis, vous avez les enjeux de votre sujet. Est-ce que, si je ne fais que décrire, hein, je ne fais que réfléchir autour des termes, est-ce que finalement le fait de désobéir est quelque chose de moralement acceptable? Et là, on revient dans les pieds sur terre. Car je vous avais déjà dit la dernière fois que quand on fait un sujet une dissertation, on part toujours du constat pour s'élever vers ce qu'il y a de plus abstrait. Et là, quand on part du constat, on se rend compte que quand on reformule le sujet de cette manière-là, est-ce que le fait de désobéir, est-ce que le fait de refuser de se soumettre à une autorité est moralement acceptable? A priori, mes amis, la réponse est non. Parce qu'on a un exemple qui est très évident, qui est celui d'un enfant. Voilà, l'enfant qui désobéit, l'enfant qui refuse de se soumettre à une autorité légitime d'ailleurs qui est celle de ses parents, l'enfant qui n'est pas qui dit non, la fameuse époque du non à 3 ans, sentiment d'opposition, eh bien c'est une révolte finalement, mais qui en cela ne s'inscrit pas forcément dans quelque chose de moral. D'ailleurs, on le punit pour ça. Et on lui apprend, son éducation consiste précisément à se soumettre et non pas à désobéir. Donc toute la grande question qui va être dans ce sujet va être effectivement, finalement, en quoi est-ce que s'opposer, désobéir, ne pas accepter est quelque chose qui peut être moralement appréciable. Et ça, c'est un très gros problème parce que finalement, notre société contemporaine, et je pense notamment à la vie professionnelle, hein, notre société contemporaine nous invite en permanence à la soumission, à l'obéissance. Je fais une petite parenthèse avec l'expérience qui est la mienne en éthique médicale. Par exemple, le propre de l'éthique, hein, c'est de trouver un compromis entre l'obéissance et la désobéissance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la loi, je vous donne un exemple très simple, hein, la loi vous dit, vous ne devez pas, par exemple, vous ne devez pas réanimer tel patient, et puis vous avez intrinsèquement, dans votre fort intérieur, dans ce qu'on pourrait appeler votre sentiment d'humanité, votre sentiment moral, hein, je reste toujours dans un registre kantien, vous avez une révolte intérieure qui vous dit « je ne peux pas laisser mourir ce patient » et vous décidez de réanimer, et là vous vous opposez au légal.
mais vous êtes dans dans un registre qui est totalement légitime. C'est-à-dire que moralement pour vous, c'est acceptable, éthiquement parlant, c'est-à-dire socialement parlant et légalement parlant, c'est condamnable. Et ça, c'est tout l'enjeu du sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la désobéissance va devenir une évidence et va normer l'action. Et ça va être ça, ce qu'on peut appeler un passage à l'acte révolté, qui va permettre d'ailleurs des rassemblements ou de renverser des situations. Alors, maintenant, je vais appliquer la méthode Voyout. Alors, je rappelle que la méthode Voyout, vous avez des plans sur l'application Philoapp. Vous avez des plans proposés et les plans proposés sont assez géniaux et assez simples. Donc, moi, je vais vous proposer un plan qui est personnel, mais vous auriez pu prendre tout à fait autre chose. D'ailleurs, si je suis un peu ce que je viens de vous dire, il aurait été presque plus logique de commencer en disant toute révolte est-elle légitime? Il aurait été plus logique de dire non, puisque finalement, on peut prendre l'exemple de l'enfant. On part du constat le plus évident pour pouvoir s'élever à ce qui est le plus abstrait. Je n'ai pas choisi ce type de plan, mais j'ai par contre appliqué la méthode Voyout sans réfléchir. Donc le cas sans philo, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez un sujet, vous appliquez presque sans réfléchir la proposition de plan qui vous est faite et vous voyez que ça marche. Et surtout sur un sujet comme celui-là qui est un sujet de cours, hein, toute révolte est-elle légitime, c'est un sujet classique, c'est un sujet de cours, c'est pas un sujet casse-gueule. Donc franchement, si vous avez ce type de sujet, n'hésitez pas à le prendre. Et vous voyez, ça fonctionne très bien, je vais encore vous montrer ce que j'ai fait. Donc toute révolte est-elle légitime? Oui, non, oui, mais. Donc je me suis contentée d'appliquer la méthode Voyout et voilà ce que ça va donner. Donc, je vais vous montrer un peu. Voilà ce que ça va donner, l'application de la méthode Voyout avec un plan très très simple. Alors, désobéir, c'est subir une répression. Oui, on va en parler de ça, François. On pourra faire, si vous voulez, à la fin de... Donc là, on fait un petit corrigé Mais on peut parler un peu du sujet un peu plus tard, si vous voulez. Enfin, on peut sortir du seul corrigé de la disserte pour élargir le champ. Donc là, je vais quand même rester sur le plan de la méthode Voyout qui est très, très cool et qu'il faut appliquer sans trop se casser la tête. Donc, je reprends donc le sujet. Toute révolte est-elle légitime? Oui, la révolte est légitime. Alors là, vous voyez que je me suis amusée. D'ailleurs, j'avais fait l'erreur. Je me suis amusée en disant finalement quelque chose de très important. C'est pas toute révolte. C'est là où on va nuancer. C'est là où on va nuancer. C'est la révolte est légitime. Donc, il va falloir trouver des arguments qui sont en dessous. Il va falloir trouver des arguments qui permettent de dire, qui permettent d'apporter des preuves. Vous voyez, des preuves, j'avais expliqué la dernière fois ce que c'était qu'un argument, un argument rationnel, qui permettent d'apporter de l'eau à mon moulin pour défendre cette thèse. La révolte est légitime. En clair, cela revient à dire qu'il est bien de se révolter. Alors Hugo nous dit, il y a quelque chose de violent dans la révolte, autant pour ce contre quoi elle agit que pour ceux qui la vivent. Oui, tout à fait. Hugo, ça m'aide dans ta deuxième partie. Alors, on continue. C'est un super argument, Hugo, que tu nous donnes, la violence. Absolument. Pareil pour François, désobéir, c'est subir une répression. Oui, ça peut être aussi parfait, un super argument dans une deuxième partie. Vous avez deux arguments là que vous me sortez, qui sont très convaincants. En effet, deuxième partie, on y vient, mes amis. Vous êtes très performants. Donc, deuxième partie. Toute révolte, et c'est là où on va nuancer. C'est là où on parle de la révolte en général et c'est là où on va parler dans la deuxième partie de la révolte en particulier. Toutes les révoltes ne le sont pas pour autant. C'est-à-dire que toutes les révoltes, il ne faut pas les mélanger, elles se distinguent, elles ne sont pas toutes légitimes. Et c'est là où on va passer du général au particulier. Et là, de la même manière, il va falloir trouver des arguments qui permettent de dire qu'il y a des révoltes qui sont moralement condamnables. Vous voyez, auquel on ne peut pas accréditer. Troisième partie, oui, mais dès lors, comment se révolter? S'il y a des révoltes qui sont légitimes, d'autres qui ne le sont pas, comment parvenir néanmoins à se révolter? Comment trouver un juste équilibre? Et bien, c'est là où on va passer du registre, ici on est dans le légitime, ici on est dans l'illégitime, et bien là, on va passer dans le légal. Et comme ça, nous aurons envisagé les différentes approches du sujet. Aussi bien là, on est dans le général, dans le particulier, là on est dans l'application, là on est dans le légitime, là on est dans l'illégitime et là on va se retrouver dans le légal. Alors maintenant, je vais vous présenter les différents arguments qui ne sont pas
des arguments en soi, mais qui sont des arguments possibles. Et vous m'en avez d'ailleurs proposé quelques autres. Le gouvernement ne respecte pas les Français. Oui, mais ça, c'est un sujet d'actualité. Attention de ne pas, par exemple, Kevin, je me permets, attention de ne pas sortir des phrases comme ça, par exemple, dans une dissertation, parce que vous tombez sur de l'opinion. Il faudrait le démontrer et l'argumenter. Et encore, ce serait difficile à soutenir. Voilà, il faudrait... Dans un débat d'idées, oui. Dans une dissertation, c'est plus compliqué. N'oubliez pas d'être toujours dans l'argumentation. Je vous avais expliqué que pour trouver des arguments dans une dissertation, la dernière fois, je vous avais expliqué qu'il fallait poser la question du pourquoi. Donc là, par exemple, première partie. La révolte est légitime. Alors, dans cette partie, on se concentre, quand on cherche des arguments pour cette partie, on se concentre que sur ça. C'est comme si on était sur un rail. Vous voyez, on est une locomotive, on est un train, on est comme si on était sur un rail. On ne pense qu'à ça, on oublie tout le reste. Et on écrit au brouillon les idées qui nous viennent, les arguments en l'occurrence. Oui, la révolte est légitime. Pourquoi? Et là, vous me sortez différents types d'arguments. Qu'est-ce qui me permet de dire que la révolte est légitime? Donc effectivement, quand elle vise, elle est légitime, première idée, ça c'est ce qu'on va définir, quand elle vise l'amélioration d'une situation, et notamment d'une situation collective. Alors moi je me suis amusée, parce que j'avais envie d'un peu de cohérence et de structure. Moi je me suis amusée à prendre 3 arguments. La révolte est légitime. Elle vise l'amélioration, dont je rappelle que l'étymologie de améliora, améliore, c'est le bien. Donc on est vraiment dans le registre légitime et moral du sujet, dans cette partie. Et je vais insister encore avec la notion de devoir. On a le devoir, non seulement c'est possible, on a le devoir de se révolter quand il y a un sentiment d'injustice auquel on ne peut plus se soumettre. Et là, on a ce qu'on pourrait appeler un devoir de désobéissance. Il y a la fameuse désobéissance civile de Thoreau dans Walden. C'est un très grand texte sur le sujet. Vous pouvez citer les exemples de Martin Luther King, des grands exemples de désobéissance, de grands hommes qui ont désobéi et qui ont changé le cours d'une situation. Là, ce sont des illustrations qui sont nécessaires et que vous devez formuler. Donc, premier argument, je dirais, on a le devoir de désobéir, on a le devoir de se révolter, pour la justice, quand on éprouve un sentiment d'injustice. Deuxième argument, on a le devoir de se révolter, donc c'est bien moralement que ça se situe, quand on doit se battre pour la liberté. Voilà, c'est un devoir moral, tout à fait. Question post-correction, a-t-on le devoir de désobéir en tant que personne... Je viendrai, Vincent, roman sur ça tout à l'heure. Donc oui, on doit se battre pour la liberté. Ça, c'est le deuxième argument que je voudrais vous proposer. Aucun homme ne doit accepter une situation, un état, un régime totalitaire. Il y a un devoir de révolte et là, on peut faire écho à la résistance. La résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale qui s'est mise en place. Au départ, ce n'était pas du tout organisé, ça c'est devenu par la suite. Des mouvements comme ça qui se sont spontanément. Et c'est là où c'est très fort parce que la révolte est vraiment un sentiment spontané de l'inacceptable. Voilà, c'est l'insoutenable. Je pensais à l'imprescriptible de Jan Kelevitch qui reprenait justement sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un seuil d'inhumanité qui est atteint et auquel on ne peut plus se soumettre. Et c'est vrai que dans des situations comme ça, on n'a pas peur de jouer sa vie, on va jusqu'au bout. Et c'est vrai, ce qui est très très fort et très très grand, y compris pour une nation, pour un pays, pour une situation, ce qui est très très fort et très très grand, c'est que dans des situations comme ça, quand la révolte est à ce point viscérale, qu'on n'a plus peur de jouer sa vie, qu'on n'a plus peur de tout jouer, qu'il n'y a plus rien d'autre qui compte, et bien finalement l'enjeu collectif devient beaucoup plus fort que sa propre existence personnelle et singulière. Et c'est là où finalement ces révoltes de cette nature-là, quand on n'a plus rien à perdre et quand on oublie sa propre existence personnelle au vu d'un enjeu plus grand, plus fort, collectif, comme la liberté d'une nation, comme c'est ça le sentiment du patriotisme. Eh bien, quand on est dans ce registre-là, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Voilà. Et donc j'en viens à mon troisième argument, qui est la question aussi, on a le devoir encore de se révolter, c'est tout à fait légitime, au nom de la dignité. C'est-à-dire, j'aime beaucoup cette phrase de Camus, vous verrez, l'homme révolté, quand vous avez un sujet sur ça, c'est incontournable. J'aime beaucoup cette phrase de Camus, plutôt mourir que de vivre à genoux.
Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la dignité humaine qui se joue. Je parlais tout à l'heure du rapport jusqu'à où finalement on ne doit pas accepter, se soumettre à sa condition au nom de la nature humaine. C'est là où d'ailleurs Camus se distingue de Sartre, hein, dans l'existentialisme, où pour Sartre il n'y a pas de nature humaine. L'essence est a posteriori. Toujours est-il que chez Camus, effectivement, plutôt mourir que de vivre à genoux. Et ça, pour moi, c'est vraiment le sentiment de l'expression ultime de la révolte. Quand la révolte, elle part des tripes, hein, et que, oui, c'est sa abstraction de soi, hein, Christian. Quand la révolte, elle part des tripes et que finalement, elle englobe le général. Et là, il y a plus de limite possible. C'est le refus de la condition, c'est la révolte jusqu'à la mort, contre la soumission et pour la dignité. Voilà. Alors, n'oubliez pas qu'on va passer de la partie 1 à la partie 2 par une transition. En effet, la révolte est légitime sous les conditions qu'on a évoquées, mais en revanche, toutes les révoltes ne le sont pas. Et là, vous avez la transition, je viens juste de la faire, hein, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Il vous suffit de reprendre les deux formules, les deux parties. Donc, je reprends. La révolte peut être légitime sous les conditions qu'on a évoquées, pour la liberté, contre l'injustice, pour la dignité ou pour la justice. En revanche, toutes les révoltes ne le sont pas. Et donc là, on va reprendre sur une deuxième partie. Hein. Donc je vais vous montrer. On va reprendre une deuxième partie. En revanche, toutes les révoltes ne le sont pas. Quels sont les arguments qu'on pourrait évoquer pour définir cela? Alors, vous m'en avez cité, hein, je reprends, vous m'en avez cité deux. Hein, désobéir, c'est subir une répression. Oui, effectivement. Alors moi, je vais reprendre vos arguments, je vais les inscrire avec les miens. On peut se révolter. Alors le premier argument pour moi le plus évident, la révolte n'est pas légitime, ça veut dire qu'elle est moralement condamnable, elle est illégitime quand on se révolte pour son intérêt personnel. Alors c'est là où on passe. Vous savez la fameuse phrase de Camus, hein, je me révolte donc nous sommes, première partie. Je me révolte donc nous sommes, ça pourrait être vraiment le titre de la première partie. La deuxième partie, on pourrait s'opposer à ça en disant qu'il y a des révoltes strictement personnelles et centrées sur soi. Par exemple, quand je me révolte simplement pour servir mon intérêt personnel, pour accroître ma situation, ou ça peut faire écho au caprice de l'enfant aussi. Hein, le caprice de l'enfant est une révolte qui est moralement condamnable. Voilà, donc qu'il faut réprimer. On peut prendre un deuxième argument, c'est créer du désordre. Et ça me fait penser à l'anarchie. Alors l'anarchie peut être une situation. Alors l'étymologie de l'anarchie, c'est sans hiérarchie. Hein. Ça peut être quelque chose qui peut être intéressant comme système politique, même si à mon sens c'est pas viable. Mais la révolte, ça peut être aussi le sentiment d'une destruction. C'est-à-dire qu'on peut se révolter pour tout détruire, pour tout casser. Et ça fait écho à je crois que c'est Hugo qui parlait tout à l'heure de la violence. Il y a une infinie violence dans la révolte et c'est quelque chose dont je pense est moralement condamnable. La révolte, c'est pour sauver, elle est légitime. Quand c'est pour détruire, elle devient illégitime. Troisième argument possible, hein, vous n'êtes pas obligé d'en faire 3, 2 ça peut suffire, hein, mais on va essayer d'équilibrer. J'aime beaucoup cette phrase d'Ernest Renan, même si Ernest Renan qui a écrit quand même ce grand texte sur la nation. L'immoralité, c'est la révolte contre un état de quelque chose dont on voit la duperie. Cette citation est intéressante parce que finalement, elle apporte de l'eau à notre moulin. Il faut faire attention quand même quand on la place, il faut connaître les idées politiques des auteurs que l'on cite. Il y a eu une récupération de Renan par l'extrême droite, à l'époque je crois que c'est l'Action française. Donc il faut faire gaffe quand même aux auteurs que l'on cite. Néanmoins, cette phrase est intéressante, cette citation, parce qu'effectivement, l'immoralité se joue dans la tromperie, dans la duperie. Il y a quelque chose, toutes les révoltes ne se valent pas, toutes les révoltes ne s'équilibrent pas et toutes les révoltes ne sont pas à mettre sur le même plan. Donc effectivement, quand la révolte elle est violence, quand la révolte elle est tromperie, duperie, quand elle se joue finalement pour abuser les autres, quand elle est insincère, quand la révolte est personnelle juste pour améliorer son état au détriment du collectif, dans ces cas-là, la révolte est illégitime, elle est immorale. Mais dès lors, s'il y a des révoltes qui sont, et là je fais ma deuxième transition, pour permettre de passer de la partie 2 ici à la partie 3. Donc dès lors, si certaines révoltes sont complètement illégitimes, dès lors comment faire pour se révolter? Et c'est là où vous passez dans cette troisième
Troisième partie, oui, mais comment se révolter? Et c'est là où on va aborder la question de la légalité. Donc effectivement, il est intéressant de s'intéresser sur le registre légal de la révolte et la démocratie, démos kratos, le pouvoir du peuple. Et justement, il y a un terme grec qui est très beau, c'est la métexie, c'est la participation, c'est-à-dire au cœur de la démocratie. Il y a presque inscrit dans le fonctionnement au cœur de la démocratie, la nécessité de la révolte, c'est-à-dire la possibilité que le peuple a de s'exprimer. Alors on peut parler du référendum, on peut parler aussi de la capacité à pouvoir manifester, qui est encadrée par la loi. Et effectivement, il y a un droit à la révolte qui est inscrit légalement, en tout cas dans le fonctionnement même de la démocratie, qui est l'expression du peuple. Alors, il y a trois arguments que je vous propose à nouveau pour dire comment faire pour se révolter. Alors justement, pendant l'Antiquité ou encore au Moyen-Âge, on se révoltait en prenant les armes. Donc c'était la violence qu'on dénonçait précédemment. Aujourd'hui, on peut se révolter en prenant les urnes, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on pourrait se révolter en allant voter, en affirmant une opinion citoyenne, ou en étant un acteur citoyen au cœur de la cité et du débat d'idées. Donc ça peut être une manière de se révolter contre une situation et d'affirmer en tout cas une autre position. Deuxièmement, donc se révolter aussi dans le cadre de la loi elle-même. J'aime beaucoup cette phrase de Montesquieu. La liberté, c'est le pouvoir de faire ce que les lois permettent. Donc effectivement, bien connaître les lois, être capable de pouvoir s'inscrire dans ce registre-là, dans le registre purement légal, pour pouvoir le détourner à nos fins et pour pouvoir affirmer une autre position. Et pourquoi pas, évidemment, faire évoluer et changer la loi en sachant que la loi, dans une démocratie, est en devenir permanent. Donc c'est une manière de faire évoluer le légal par le biais de la révolte. Donc voilà, et troisième argument, je me suis régalée à le faire, c'est quand le légitime embrasse le légal, c'est-à-dire que c'est la voix du peuple qui finalement fait avancer les choses, fait remettre en question, permet de remettre en question ce que je disais un petit peu tout à l'heure, une loi, permet de la faire évoluer, et c'est là où finalement le légal et le légitime pourraient parvenir à se rencontrer. Voilà, alors pour terminer, je voudrais vous proposer, alors que je ne me trompe pas de bouton, je voudrais vous proposer ce que pourrait être une petite introduction. Vous voyez, il y a une phrase de Camus qu'on ne peut pas ne pas mettre. En introduction, elle est du plus bel effet. Qu'est-ce qu'un homme révolté? Un homme qui dit non. Et là, vous pouvez commencer et broder. Donc évidemment, je n'ai pas rédigé l'introduction, mais c'est juste pour vous donner une idée. Qu'est-ce qu'un homme révolté? C'est un homme qui dit non. Et ça commence par là, le pouvoir de dire non. Vous pouvez aussi vous amuser tout au long de la dissertation en disant c'est l'homme qui dit non pour pouvoir dire oui plus tard, autrement, dans d'autres circonstances. Ensuite, vous vous amusez dans l'introduction à définir les termes, à les nuancer. J'aime beaucoup, François, je vais lire vos commentaires et je vais les intégrer. Donc vous définissez la distinction entre la révolte, la révolution, l'insurrection. Ensuite, vous passez du général au particulier, ce qui vous amène à votre problématique avec les enjeux du sujet. Dès lors, toute révolte est-elle légitime? Ce qui implique donc de parler de la différence entre le fait de ce que je disais tout à l'heure, tout acte de désobéissance est-il moralement acceptable? Donc là, ça vous permet de redéfinir le sujet avec ces enjeux. Et vous avez l'annonce du plan. Alors, je vais lire vos remarques avant de pouvoir faire ma petite conclusion. Alors, pour les questions post-correction, d'accord. Un devoir moral, oui. Abstraction de soi. Être seul avec les autres. Vous pouvez parler aussi, oui. Je ne l'ai pas mentionné là dans mon plan, mais vous pouvez y faire allusion. Finalement, toute révolte ne commence-t-elle pas déjà par un sentiment par une révolte contre soi-même? C'est-à-dire finalement, c'est à un moment donné, on ne supporte plus quelque chose, on n'accepte plus quelque chose, et à ce moment, on s'insurge. Donc, est-ce que ça ne commence pas déjà à partir de soi? Deuxième chose aussi qu'on aurait pu évoquer, c'est donc ce que je disais, la révolte contre soi, se révolter contre soi-même, qui est le sentiment de lutter contre la colère. Ça peut être une très belle chose aussi, une très belle nuance. Ensuite, Vincent nous dit, faut-il faire une différence entre la violence matérielle et la violence du vivant psychologique ou physique? Pour moi, toutes les violences ne s'équivalent pas.
Mais en tout cas, on peut mettre sous le même joug la question de la violence. Oui, je pense que vous pouvez mettre sur le même plan. C'est pas la même chose, c'est pas synonyme, mais vous pouvez mettre sur le même plan. Et François nous dit encore, elle est souvent l'effet d'une minorité, la révolte, pas toujours. On verra tout à l'heure qu'il y a de grandes révoltes parce qu'il faudra distiller dans votre plan des exemples. J'ai dit tout à l'heure en liminaire, il faudra distiller des exemples de grandes révoltes. Ça peut partir d'une minorité et ça peut être très très vite contagieux et prendre l'effet du général. Enfin, du collectif, pardon, excusez-moi. Avant de venir à ça, ces points de détail, je voudrais, d'exemple, en tout cas de situation, je voudrais vous proposer une petite formule de conclusion. Donc là, comme j'avais expliqué la dernière fois, vous reprenez les 3 parties, 1, 2 et 3. Donc là, je me suis amusée à le rédiger vite fait juste pour que vous ayez une idée, de manière affirmative. Se révolter contre le sentiment d'injustice paraît vital, nécessaire et en cela légitime. La désobéissance est vitale, que ce soit pour défendre la justice, la liberté ou la dignité, en vue de défendre le bien commun. Donc désobéir est nécessaire, moralement acceptable. Toutefois, partie numéro 2, toute révolte n'est pas pour autant acceptable moralement parlant, notamment quand on s'insurge contre une autorité en vue de défendre ses intérêts personnels, quand elle se fait violence, ou quand elle crée du chaos, du désordre, de la destruction. Dès lors, comment se révolter en étant capable de mettre en parallèle le légal et le légitime quand la révolte est permise dans le cadre de la loi. Et vous pouvez, alors là c'était vraiment très, très facile à faire, mais que faire quand les lois deviennent iniques? Là vous voyez, je me suis amusée en terminant que finalement l'idéal c'est quand on arrive à trouver un équilibre entre le légal et le légitime, quand la révolte est permise dans le cadre de la loi. Et là, je repose une question, mais que faire quand les lois deviennent iniques? La révolte doit-elle dès lors devenir une révolution? Et là, vous avez une ouverture possible. Vous avez une ouverture possible pour terminer votre dissertation sur ça. Et comme ça a permis aussi de montrer que vous avez été capable de bien distinguer la différence qu'il peut y avoir entre la révolte et la révolution. Alors, parmi les exemples, et ça c'est un travail à faire au brouillon en amont, quand vous composez vos idées, quand vous cherchez vos références, parmi les exemples de grandes révolutions, vous avez les jacqueries, qui en avaient pendant l'Antiquité, qui sont ces révoltes paysannes pendant le Moyen-Âge, à la Révolution bien sûr. La révolte de Spartacus qui était Alors la révolte de Spartacus au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui était cet esclave gladiateur. Il y a eu un grand film, je crois que c'est Stanley Kubrick qui avait fait un film sur Spartacus. Finalement, les historiens ne sont pas d'accord avec cette révolte. On appelait aussi les guerres serviles, je crois, donc en Italie. Ils sont pas d'accord, les historiens, parce que finalement, est-ce que c'était une révolte contre l'esclavage, mais c'est pas du tout contre le renversement de la société des esclaves à l'époque, c'était pas du tout une évidence. En tout cas, ça a été très contagieux et donc c'est quelque chose qui a vraiment bouleversé, qui a vraiment créé quasiment une guerre à la suite de ça. Vous avez des révoltes très connues comme mai 68, qui a permis aussi de changer des idées, de changer une manière de voir, de changer une perspective. Plus récemment, le printemps arabe, c'est très bien que... Là, vous voyez, vous aviez une question tout à l'heure sur l'actualité. Autant vous ne pouvez pas parler des gilets jaunes parce que c'est trop frais, on est en plein dedans, on est au cœur du sujet, il n'y a pas de recul, il n'y a pas d'analyse, on n'en a pas fait un événement historique. Autant vous pouvez parler du printemps arabe entre 2010 et 2012 parce qu'on a suffisamment de recul, on peut en parler de manière objective, les historiens se sont déjà penchés dessus, et donc c'est quelque chose que vous pouvez évoquer. Alors, je vais vous faire des recommandations. Si vous voulez réussir votre casse en philo, si vous voulez vous régaler et faire péter les scores au niveau de votre note, vous appliquez le plan, vous appliquez la recommandation, c'est-à-dire le chronométrage est très important sur 4 heures, je l'ai dit déjà plusieurs fois. Et je vous invite à apprendre, et ça c'est très clairement dit et c'est très juste, 12 citations par cœur. Alors, Vincent Cespedes qui a fait cette méthode-là a sélectionné 52 références. Vous pouvez en apprendre 12 par cœur à placer systématiquement. Moi, j'en ai relevé quelques-unes aujourd'hui qu'on pourrait placer dans le sujet. Vous voyez, ça marche à tous les coups.
J'ai relevé cette citation de Voltaire: le fanatisme est un monstre 1000 fois plus dangereux que l'athéisme, donc finalement contre lequel il faut se révolter. Ça peut être un très bon exemple. Se révolter contre le fanatisme, se révolter contre toutes les religions. Ça, c'est un argument en faveur de la première partie, une illustration, une citation, un exemple, qui viendrait appuyer l'argument de la première partie, où finalement il y a effectivement des révoltes totalement légitimes. Donc ça, cette citation-là, elle peut être tout à fait dans la première partie. Ensuite, combat-toi toi-même, Sénèque, contre la colère, la révolte contre soi. Oui, c'est une révolte légitime que de se battre contre soi-même pour pouvoir être plus libre, pour pouvoir dominer ses instincts bassement aliénants, qui est une forme de privation de la liberté. Donc aussi, ça va tout à fait dans la première partie quand je parlais de la liberté. Hein. Donc ça peut être tout à fait une illustration, hein, un exemple pour la première partie. Ensuite, l'existentialisme, hein, vous pouvez citer dans le registre, parce que finalement Camus s'inscrit dans une forme d'existentialisme qui se distingue de Sartre, mais c'est dans la même mouvance, donc toujours pour la liberté, hein, vous pouvez tout à fait le citer. Et enfin, on peut terminer, et ça serait, je l'ai mis en conclusion moi, hein, ça serait une super phrase de conclusion: c'est toujours ce qu'il y a de plus inepte qui rencontre le plus d'admirateurs. C'est toujours ce qu'il y a de plus inepte, qui rencontre le plus d'admirateurs. Donc, éloge de la folie. Donc là, effectivement, hein, qu'est-ce que c'est aussi la révolte, si ce n'est ce qui est insupportable, intolérable, voilà. Et ça peut susciter beaucoup d'engouement, beaucoup d'admiration. Donc l'ineptie, ce qui est peut-être inenvisageable, c'est aussi ce qui peut susciter beaucoup d'admiration et d'admirateurs, et donc en cela créer de l'engouement. Voilà, et vous avez là, grâce à ces citations que vous retrouvez dans la méthode Voyout, vous avez là vraiment de quoi impressionner les correcteurs. N'oubliez pas que un correcteur de philo en terminale, il a une centaine au bac. Hein. Moi, je l'ai fait pendant 2 ans. Il a à peu près 120 copies à corriger en, je sais pas, 2 semaines et demie, quelque chose comme ça. Donc, c'est très rapide. Effectivement, qu'est-ce qui va faire la différence? Des copies qui ressortent des cours appris par cœur, des copies qui font du copier-coller sans penser. Et puis, qu'est-ce qui va faire la différence? Ce sont des citations originales, même une citation en latin. Ce sont des références auxquelles on ne s'attend pas. Alors, des références historiques, elles sont très bienvenues. Littéraires, dans le cinéma, quand elles sont bien amenées, je vous rappellerai toujours, et je le rappellerai sur chacun de mes lives, il ne faut pas citer, il faut expliciter. Quand vous citez, vous commentez, vous faites des liens. Une citation posée là, elle ne sert à rien, sauf la première citation en introduction et celle en conclusion de sortie. Sinon, il faut systématiquement toujours. La ferme des animaux d'Orwell, bien sûr, Révolte animalière, la fable extraordinaire, l'analogie avec la société contemporaine, c'est génial. Merci Christian pour cette référence, c'est une très très belle référence. Orwell, c'est incontournable. Apprendre par cœur plutôt que par mémoire. Oui, si tu veux François, apprendre par le cœur plutôt que par mémoire si tu veux. Voilà, en tout cas, ça ce sont vraiment des choses très utiles et ça met de la poudre aux yeux. Alors si vous arrivez, je vais vous dire, hein, c'est très simple, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir 17 ou 18 dans une disserte en philo, et ce quel que soit le niveau? Il y a 2 choses. Bon allez, on va dire 3. Il y a une problématique bien expliquée, comme on l'a fait ensemble. Donc le travail au brouillon, tout ce qu'on a fait de décortiquer les termes. Ensuite, il y a un plan qui est bien ficelé. Alors ça, il suffit d'appliquer les plans de la méthode Voyout, ils fonctionnent à tous les coups. Et ensuite, ce sont des citations qui sont bien amenées. Et ben voilà, là, ça fait la différence. C'est ce qui fait que vous pouvez avoir 11 et que vous pouvez avoir 18. Quoi. Voilà, c'est toute la différence est là. Alors pour terminer, je vous ai réservé quelques petites citations très sympas que j'ai trouvées très très jolies, en plus de celles que j'ai citées de Philoac. Diderot, hein, je crois que c'est dans le discours philosophique, je ne sais plus, sous quelque gouvernement que ce soit, la nature a posé des limites au malheur des peuples. Au-delà de ces limites, c'est soit la mort, la fuite ou la révolte. Et là, c'est très important cette citation, parce que je parlais d'un seuil, c'est-à-dire que l'homme révolté, c'est celui qui finalement n'aura pas peur de jouer sa vie. Ça vient, c'est une citation qui serait très très belle dans le 3e argument de la première partie. Donc elle est vraiment très sublime de Diderot. Donc la nature a fixé ses limites dans le gouvernement, et au-delà de ses limites, c'est la mort, la fuite ou la révolte. Voilà. La révolte, c'est l'équivalent de la fuite, de la disparition donc, et de la mort, quand on n'a plus rien à perdre. Deuxième citation que j'aime beaucoup, donc dans l'homme révolté toujours, ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble,
mais ce qu'elle exige. Ce qu'elle exige, c'est tout. C'est-à-dire qu'on joue sa vie, qu'on n'a plus rien à perdre, qu'on dépasse notre individualité narcissique en vue d'une valeur supérieure, que ce soit sociale, politique, pour le bien commun, etc. Troisième citation qui est de Baudelaire, vous voyez, qui change un peu de nos chers philosophes. La lutte et la révolte impliquent toujours une certaine quantité d'espérance, tandis que le désespoir est muet. Ça, c'est très beau aussi. C'est une très très belle idée que de dire que au cœur de la révolte, même si on le fait comme un acte désespéré, où on va jouer jusqu'à sa vie, où on va jusqu'à jouer ça, jusqu'à aller jusqu'à la mort, ce n'est pas un acte désespéré. Ce que l'on porte, ce sont les drapeaux de la liberté, de la justice, de la dignité, et en cela, c'est porteur d'espoir et d'un monde nouveau. Et ça, c'est une très belle manière de pouvoir argumenter en tout cas. Et dernière citation, le véritable esprit de révolte consiste à exiger le bonheur ici, dans la vie, Ibsen. Et ça, alors, donc, c'est un auteur de théâtre magnifique. Vous pouvez aussi citer cette phrase en conclusion. Le véritable esprit de révolte, c'est contre la violence, contre toutes les choses qu'on a dites, contre l'aspect politique aussi. De terminer sur cette note, consiste à exiger le bonheur ici, dans la vie. Finalement, la seule chose qui mériterait qu'on se révolte, c'est contre ce qui nous fait souffrir. Voilà. Et à ce moment-là, ça devient terriblement légitime. Il y a un dernier aspect du sujet qu'on n'a pas interrogé, c'est de savoir finalement, est-ce que quand on a ce sentiment très fort, est-ce qu'on peut aller contre le sentiment de révolte? Ça aurait été très intéressant aussi de l'analyser. La révolte, alors je termine avec vos commentaires, mes amis, je vous remercie parce que vous avez été plus loquaces cette fois-ci, c'est joyeux pour moi. La révolte est une révolte pour la vie, contre la mort, c'est exactement ça et c'est le sens de la phrase d'Ibsen, tout à fait. Et de l'espérance aussi dont parlait Baudelaire. C'est exactement ça. C'est beau de terminer sur des poètes comme ça. Voilà mes amis, je vous laisse. J'espère que ça vous aura été utile. Potassez bien votre méthode voyoute. Potassez bien, pratiquez Philoac. N'hésitez pas à détourner les évidences. Et n'oubliez pas que la désobéissance est aussi l'expression et surtout l'expression de notre liberté. Voilà. Et en soi, on est presque déjà dans un registre amoral, au-delà de toute forme de moralité. Contre la soumission, tout à fait, contre la soumission. Voilà mes amis, je vous embrasse bien fort et n'oubliez pas que la philosophie, c'est un acte de résistance contre toute soumission et contre tout préjugé et contre toute doctrine. Voilà, j'ai écouté avec plaisir. Merci Edouard, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt, peut-être pour un prochain live, encore une prochaine réunion philosophique et grâce à Philoac en tout cas. Bonne soirée à vous les amis. Je vous embrasse.